Alors, salut tout le monde. Denis Trudel, de retour pour une cinquième émission, je pense, de Dimanche on lit, en ce dimanche 24 août. Très content d'être là, encore une fois. Écoutez, une émission très chargée, très dense. Partez pas en peur, là, ça ne sera pas si compliqué que ça, mais ça va être très intéressant, je pense. Dans la deuxième demi-heure, je reçois l'ancien président du Conseil des arts du Canada, qui est un ami, qui s'appelle Simon Brault. Qui vient de prendre sa retraite, d'ailleurs, qui était là pendant 10 ans, qui a aussi été, pendant une certaine époque où moi j'y étais, directeur financier de l'École nationale de théâtre. Alors, il m'a prêté beaucoup d'argent quand j'étais cassé, jeune étudiant cassé à l'époque. Mais là, il a été très impliqué dans tout ce que, dans toute la question de la culture et des arts dans les dernières années. Il a écrit un livre qui s'appelle « Et si l'art pouvait changer le monde ». C'est quand même un titre assez ambitieux. Alors, on va le recevoir dans la deuxième demi-heure. Et dans la première, écoute, là, ça aussi, c'est un truc assez costaud qui s'appelle... En fait, c'est un ouvrage d'une historienne anglaise. Oui, je sais, j'avais dit que j'irais vers du québécois, mais je ne veux pas me limiter. C'est un sujet très intéressant. L'Europe, ce continent sauvage, comment les Amérindiens ont découvert l'Ancien monde. Essentiellement, c'est un essai qui parle des... On parle beaucoup évidemment des conquérants européens qui sont arrivés ici, espagnols, portugais, anglais, français, machin, mais peu des Autochtones qui sont allés de l'autre côté. Puis il y en a, puis il y a toutes sortes d'histoires là-dedans, puis il y a un livre qui relate ça. On va recevoir une jeune étudiante en histoire et en sciences politiques qui s'appelle Sophie Leblanc, de Longueuil, qui va venir nous parler de ça. Alors, restez avec nous. Dans 2 minutes, à Dimanche on lit, on reçoit ces deux invités-là. Ça va être une émission passionnante, je le sens. Prenez votre café, puis attachez vos trucs avec la broche, ça va être le fun. Alors, nous revoilà. Alors, j'espère que vous avez déjà votre café. Bon, on va y aller tout de suite dans cette immense brique, en fait, qui m'a interpellé. J'ai vu ça, comment je dirais ça? Les choix que je fais, oui, je veux parler de romans, oui, je veux parler d'essais politiques, essentiellement, le plus souvent québécois, mais là, c'est quelque chose qui intrigue un peu le génocide amérindien, on en a beaucoup parlé. Bon, ça, c'est une autrice, une historienne, en fait, anglaise, qui a écrit ce truc-là, qui s'est intéressée, elle, à... Tu sais, on connaît beaucoup l'histoire de, Champlain, Cartier, les Américains aussi qui ont découvert, qui ont conquis ce qui est les États-Unis aujourd'hui, les Espagnols, les Portugais, tout ça, Cortés, tout ce truc-là. On connaît ça, on peut le lire là-dessus. Mais on connaît moins ceux qui sont allés dans l'autre sens, qui ont fait le voyage à partir de l'Amérique actuelle, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale beaucoup, et l'Amérique du Nord aussi. L'historienne en parle ici, Madame Pinnock, qu'elle s'appelle, en parle aussi des fils de Donnacona qui sont partis avec Jacques Cartier en 1534. Alors, elle s'est intéressée à tout cet aspect-là. Bon, alors je vous présente Sophie Leblanc. Comment ça va, Sophie? Salut. Oui, ça va super bien, toi? Oui. Alors, juste pour dire aussi que, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui s'est chargé de lire le truc pour moi et de nous en parler. En fait, on va essayer de faire une discussion parce que avoir une émission littéraire, ça représente beaucoup d'heures de lecture et c'est pas parce que je suis paresseux, j'aime beaucoup lire, mais ça représente quand même une masse de travail. Fait que je vais de temps en temps comme ça recevoir des gens qui vont lire des trucs pour moi, pour nous en fait, puis on va avoir une discussion ensemble sur l'ouvrage en question. Alors, Sophie, qui est étudiante en sciences politiques et en histoire, qui est résidente de Longueuil. Alors, Sophie, je te lance ensuite. As-tu aimé cet ouvrage-là? As-tu trouvé ça intéressant? As-tu trouvé ça pertinent? L'angle de tout ça, de façon générale, là, une première impression de même? Oui. Oui, merci, Denis. Dans le fond, moi, j'ai trouvé ça vraiment... En fait, la première chose qu'on remarque quand on voit le livre, c'est vraiment le titre, t'sais. Le titre, ça dit « L'Europe, ce continent sauvage ». Déjà, là, tout de suite, ça vient chercher un peu comme les idées préconçues qu'on fait. T'sais, d'habitude, on pense c'est les sauvages. C'est une vieille façon de nommer les Autochtones, c'est ça? Oui, et puis même encore aujourd'hui, la loi sur les sauvages. Oui. C'est des termes qui sont encore utilisés aujourd'hui de façon prégorative et même juridique des fois. Oui, en fait, on essaie de ne pas les utiliser, en fait. Là. Oui, non, en effet, idéalement, c'est mieux pas. C'est vrai.
Mais ouais. Mais elle attaque ça de front, un peu pour montrer quel angle aussi elle va aborder dans son... C'est ça. C'est un livre qui est quand même... dans son livre. C'est ça. C'est un livre qui a un travail historique. Tu sais, Madame Dobbs, c'est ça. Madame Pennock. Oui. Dodds Pennock, c'est ça. Oui. C'est une historienne, tu sais, oui. qui quand même relativement... en fait, qui va vraiment... qui a une méthodologie qui est rigoureuse. Puis... qui va vraiment dans des sujets, quand on parle de la période, elle utilise le mot amérindien, qui est un autre mot qui est relativement proscrit aujourd'hui, de par les Premières Nations elles-mêmes. La raison pour laquelle elle l'utilise, c'est pour montrer, c'est un terme géographique, disant que c'est en anglais, on dit indigenous selon certains endroits et d'autres endroits qui préfèrent se faire appeler ça dépend. Fait que c'est vraiment un terme géographique sur tous les habitants avant les Européens. Généralement, des peuples qui datent d'avant l'arrivée européenne. Juste pour situer aussi, pour le monde, là, de quelle époque on parle. Là. Oui. On parle évidemment de la période qui a succédé à la découverte, entre guillemets. Déjà, ça, c'est un terme qui se peut pas. Là. Je veux dire, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, jusqu'à une période qui s'étend jusqu'à, mettons, 1600. Ça, c'est intéressant de le dire. Elle en parle dans son roman. Moi, c'est un chiffre qui me sidère tout le temps. Les historiens considèrent, généralement, c'est dur de savoir, mais qu'en Amérique, avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, il y avait autour de 80 millions d'individus. Et 100 ans plus tard, en 1600, il en restait 10 millions. Juste pour dire, là, juste donner une idée d'ordre de grandeur. En 100 ans, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Français, ils ont éliminé 70 millions de personnes. Bon, il y a toutes sortes de raisons à ça. Il y a aussi la maladie. Les Européens ont emmené des maladies pour lesquelles les Autochtones ici n'étaient pas immunisés. Leur système immunitaire n'était pas prêt à ça. Mais il y a aussi, évidemment, tout un système d'esclavage qui va se mettre en place, puis ça, on en parle. Oui, dès le début, dès que les Espagnols sont arrivés, puis les Européens sont arrivés, ils ont vu même Christophe Colomb même, je pense que c'est dans les Christophe Colomb même, à son premier voyage, il ramène des Autochtones en Europe. Puis il y a même son fils adoptif, Diego Colón, qui a été comme enlevé par Christophe Colomb, Quand tu dis un fils adoptif, lui, c'était un Autochtone lui-même, c'est ça? Qui a été... Christophe Colomb a adopté un Autochtone, puis il l'a emmené là-bas. Il l'a emmené en Europe. Oui. Dans le fond, il l'a pris sous son aile. Comme ça se faisait des fois. Tu sais, des fois, quand tu pourrais dire, entre guillemets, chanceux, tu avais un... Tu sais, tu pouvais être... c'est ça, tu pouvais avoir un maître qui te condamne pas nécessairement à mort, tu sais, qui te fait travailler en échange d'un... Tu sais, comme... te fait vivre. Tu sais. Tout à fait. Sophie, tiens ton idée. On doit aller à la pause. On va une petite pause de 2 minutes en chanson francophone comme d'habitude, puis on revient après 2 minutes, puis on poursuit cette très intéressante discussion. Ouais. Restez avec nous, s'il vous plaît. Alors, on est de retour. Comme d'habitude, hein, comme j'entends souvent dans les émissions de radio, souvent on dit des choses hors d'onde qui peuvent être intéressantes. Puis là, après ça, on aurait dû attendre puis les dire en ondes. Fait qu'on avait une discussion avec Sophie. D'ailleurs, avec Stéphane Blanchette aussi, qui nous a fait qui a la courtoisie aujourd'hui d'être présent pour produire l'émission, qui est aussi un animateur chevronné, qui peut nous donner des conseils et tout. Alors, merci Stéphane d'être là. Alors, on avait cette discussion-là sur le livre. Bon, juste aussi structurer la patente. Sophie, quelles étaient les raisons, en fait, pour lesquelles les Espagnols puis les Portugais, surtout au début, amenait des gens en Europe? Oui. Dans le fond, les raisons principales, je te dirais que c'est pour les exploiter, que ce soit monétairement, financièrement, en s'appropriant leur corps, en les réduisant en esclavage, ou encore que ce soit en les christianisant, en leur forçant un peu à adopter un point de vue du monde qui est totalement l'évangélisation des Autochtones. Oui, l'évangélisation, la christianisation. Mais ça, c'est pas venu nécessairement tout de suite. Au début, vraiment, tu sais, comme pendant... Il y a eu ce qu'on appelle une zone d'ombre juridique jusqu'à environ les années 1542, où il y a vraiment eu une loi sur ils appellent ça les indios, qui étaient les... Puis tu sais, elle en parle, là, c'est vraiment intéressant. Tu sais, qui sont les gens qui ont été amenés
ou qui sont rendus... Parce que vraiment, en tout cas, pour finir mon idée, les gens qui sont rendus, les Indios, qui étaient des hommes libres, c'était des sujets espagnols comme tous les autres, à cause que, ils se sont fait christianiser. Okay. Ils ont adopté par la force ou par la négociation. Tu sais, souvent aussi, une autre affaire, c'est important, tu sais, on voit mettons, les Autochtones comme étant des victimes. Je veux dire, c'est absolument horrible ce qui est arrivé, mais il y a quand même plusieurs individus qui ont eu des rôles importants à jouer. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup. Des rôles, je veux dire, tu sais, souvent, par des intérêts, je dirais souvent des Européens par rapport à leur point de vue, tu sais. OK, là, mais juste revenir à ton idée d'avant. Ouais. Tu dis qu'il y a des gens, des Autochtones, des gens d'Amérique centrale, puis du Mexique actuel, beaucoup, même du Brésil aussi, qui ont été, qui ont décidé eux-mêmes de traverser puis d'aller en Europe. Bien, eux-mêmes, tu sais, c'est toujours relatif. Tu sais, comme quand ta liberté, quand ils sont arrivés, les Européens ils ont déclaré que c'était à eux, la Terre. La Terre, il n'y avait personne. Ils vont la conquérir. Puis eux autres sont en mission civilisatrice. Ça, c'est un peu, grosso modo, leur idéologie quand ils sont arrivés. Fait qu'ils se sont dit, non, c'est à nous, il n'y a personne là. Puis c'est ça qu'ils ont fait en Afrique, c'est ça qu'ils ont fait un peu partout dans le monde. Fait que c'est pas vraiment étonnant. Il y a même une bulle papale, on voulait pas parler de la fameuse bulle papale de 1493, je pense, je ne me rappelle plus quel pape, là, Alexandre VI, je pense. Exactement, Alexandre VI, qui, dans le fond, sur le coin d'une table, il a décidé de faire une ligne droite en Amérique, puis il a décidé que tout ce qui est à l'ouest de la ligne, ça va appartenir à l'Espagne. Le reste, ça va appartenir au Brésil. C'est quand même important, moi je trouve ça important de parler de ça, parce que ça explique aussi une certaine... Déjà, les rois européens de l'époque considéraient que les découvertes... considéraient que c'est une découverte, c'est-à-dire que maintenant c'est à nous, mais le pouvoir religieux aussi s'y mettait pour se dire, oui, vous avez tout à fait le droit, ces terres-là, tous les gens qui existent là, qui sont là déjà, comme ce pas des chrétiens, ils n'existent pas, on doit les conquérir pour les évangéliser. Donc, il y avait beaucoup de pouvoirs, deux pouvoirs très puissants qui se conjuguaient pour faire en sorte que, pour accélérer la conquête des Amériques, en fait. Là. Oui, aussi pour... l'Église avait son propre intérêt. Pour légitimer aussi, légitimer, oui, c'est ça. Oui, puis l'Église avait son propre intérêt là-dedans. En échange de donner toutes ces... en échange de donner toutes ces terres-là à l'Espagne, il y avait comme devoir d'évangéliser les populations. Fait que dans le fond, l'Espagne était un peu prise entre l'arbre et l'écorce. Comment tu fais pour avoir des esclaves, mais sans... Parce que tu ne pouvais pas non plus mettre des chrétiens en esclavage. En fait, la raison pourquoi c'est intéressant, c'est parce que c'est sûr ces discussions-là qui sont légales, est-ce que tu as le droit d'avoir un esclave ou pas, que les Indios ont mené des luttes pour se libérer de gens qu'ils avaient mis en esclavage, à cause que sous certaines conditions... oui, il y avait des conditions pour être un esclave. Pour un Espagnol, pour ramener un esclave, mettons, du Mexique. Ouais. Il y avait certaines conditions à remplir. Pour eux, la question de si c'était moral ou pas se posait pas. C'était est-ce que c'est légal ou pas? Non, c'était pas est-ce que c'est bien l'esclavage. Non, c'était est-ce que... Les gens ne se posaient pas ce genre de questions-là. Est-ce que tu as payé tes taxes quand l'esclave y est rentré? Est-ce que tu as payé ton affranchissement? Oui. Est-ce que c'était un prisonnier de guerre aussi, je pense? Hein? C'est ça. Ça, tu avais le droit. Oui, parce que si tu étais capturé en bas de 14 ans et tu étais un prisonnier d'une guerre, en tout cas, ils font une distinction d'un certain type de guerre qui a été juste, mais c'est dur à dire. C'est ça. Selon certaines conditions, on va dire, mettons en bas de 14 ans, tu n'avais pas le droit d'être soumis à l'esclavage. Tu ne pouvais pas soumettre un enfant d'en bas de 14 ans à l'esclavage. Ouais, en effet. Bon, puis, mon Dieu. C'est ça. Puis, tu sais, dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient au fer chaud sur la peau pour montrer la propriété, parce qu'ils sont... Pour montrer, par exemple... Ils les brûlaient carrément, hein? Oui, absolument. Pour montrer l'appartenance. Oui, pour montrer, ils mettaient les initiales ou littéralement... Du propriétaire. Oui, appartient à telle affaire, puis ils mettaient l'adresse, puis c'était vu comme ça, tu sais. Puis, dans le fond, si, mettons, tu avais été brûlé avant l'âge... il y avait plusieurs moyens de le savoir, tu pouvais dire « j'ai toujours été un homme libre, on m'a pris illégalement. » OK. Je comprends. Continue, je t'écoute. C'est ça. Puis on m'a pris illégalement. Puis il y a eu plusieurs Indios. Quand je dis Indios, je parle vraiment des
C'est des Autochtones christianisés qui ont pris des noms espagnols. Souvent, dans le livre, il s'appelle Juan ou Fernando, des noms vraiment espagnols. Oui, il y en a qui se sont installés là-bas, Oui, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup qui se sont installés là-bas, qui sont restés là-bas. Qui sont restés là-bas. Qui se sont affranchis même après avoir vécu une période plus ou moins longue d'esclavage. Oui, il y a même un cas où est-ce qu'il y avait un couple qui a été qui a été pris sous esclavage, qui a été reconnu comme c'était illégal. Puis que, dans le fond, c'est la couronne qui a payé leur voyage pour qu'ils retournent au Guatemala. OK. Où est-ce qu'ils ont été pris illégalement. Ça veut dire qu'ils avaient été pris comme captifs, comme esclaves. Ouais. Ils sont arrivés en Europe. Et là, ils sont allés devant la cour pour dire nous ne sommes pas des vrais esclaves, nous réclamons justice. Ouais. Et la cour, c'est quoi, c'était en Espagne ou au Portugal, ça? Je ne sais pas lequel cas tu parles. Ça, dans ce cas-là, c'était en Espagne. Au Portugal, l'histoire est un peu différente. Mais c'était généralement la même chose. Puis, tu sais, il y avait plusieurs façons pour les propriétaires d'esclaves de contourner ça. Par exemple, tu achètes ton esclave au Portugal, là, où est-ce que c'est légal. Dans ce cas-là, les lois espagnoles, ben, tu l'as acheté légalement. Okay. Fait que c'est correct. Ou sinon, tu dis à la cour, ah ben non, c'est pas un autochtone. D'Amérique, il vient des Indes orientales. Tu sais, il vient d'Asie au lieu de... Fait qu'il dit, ah ben, tu sais, c'est un Indien vraiment du pays d'Inde. Fait que c'est ce genre d'argument-là qui, parfois, il s'essayait. Des fois, ça marchait. OK. Très intéressant. Moi, j'en ai lu un bout. Hein. Bon, je l'ai pas tout lu, mais j'en ai lu un bout. Un des trucs dont elle parle... Bon, évidemment, ce qui est un peu... puis c'est toujours un peu ça, l'histoire. C'est toujours les vainqueurs qui racontent l'histoire. Il n'y a pas de ressources autochtones sur quel était leur sentiment quand les gens débarquaient à l'autre bord. On sait peu de choses, en fait. Du choc qu'ils ont dû subir. Bon, elle parle à un moment donné... On peut juste imaginer comment toi tu te sentirais s'il y avait ça qui était arrivé. Exact. Elle parle beaucoup, c'est son point de vue, qu'ils ont dû être frappés par la pauvreté, qui n'existait pas vraiment en Amérique. Chez les Autochtones, il y a comme une certaine forme d'égalité. Il n'y a pas vraiment de classe sociale, même si on peut ramener des nuances par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment de classe sociale. Ici, il n'y avait pas ça avant. Arriver là-bas, puis de voir, OK, il y a des gens qui sont richement habillés, qui mangent très bien, puis d'autres gens qui dorment dans la rue, des enfants et tout. On peut imaginer que c'était un choc pour ces gens-là qui avaient une autre façon de vivre, d'autres valeurs totalement. Oui. Oui, dans des groupes... On peut juste l'imaginer, oui. C'est ça, ce qu'on voulait dire. Dans des groupes qui sont comme ça, c'est sûr que, il faut... Puis, encore aujourd'hui, quand on parle des pensionnats autochtones, c'était ça, tuer l'Indien dans l'homme. Ouais. Puis c'est un peu encore ça. C'est pas naturel, je dirais. C'était pas naturel de s'approprier d'autres personnes. C'était vu comme... Puis, tu sais, elle mentionne aussi que, oui, il y avait de l'esclavage, par exemple, chez les Aztèques. Chez les soi-disant Aztèques. Mais il y avait de l'esclavage aussi en Amérique à l'époque. Oui, il y en avait. Mais la différence, c'est que les esclaves, c'était souvent juste des gens qui travaillaient gratuitement. C'était pas la propriété d'autrui. C'était juste des esclaves, on les prend à la guerre, puis on les fait travailler, puis en échange, ils vivent avec nous. Puis ils sont obligés de travailler. C'est ça, un esclave. Pour eux autres, c'était totalement des lieux de ce qu'ils voient par les Espagnols. OK. Très intéressant. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Il me reste à peu près 2 minutes, je pense. Monsieur Stéphane, alors pour conclure, bon, écoutez, sur quoi on pourrait... Moi, j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant, comme c'est un autre point de vue. Il y a des cas, dans le petit bout que moi j'ai lu, il y a des cas de gens qui se sont établis en Europe, qui ont fondé des familles et dont on peut retrouver la trace encore aujourd'hui. Oui. Donc, il y a du sang autochtone, du sang des Indiens d'Amérique, si on peut les appeler comme ça, en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. Il y a elle parle de cas, là, notamment... toi, tu parlais d'un couple au Guatemala, je pense. Oui, d'un couple au Guatemala. Puis je te dirais aussi que... Parce qu'il était à l'époque le Guatemala. Oui, évidemment. Pas le pays, en tout cas. Je te dirais que, tu sais, encore aujourd'hui, tu vas voir où je m'en vais avec ça, là. Encore aujourd'hui, tu sais, des fois, on voit des reconstitutions médiévales où est-ce que, il n'y avait pas de personnes noires, c'était juste des personnes blanches. Tu sais, on a un genre de romanesque médiéval, mais non, tu sais, comme l'autrice démontre que, mettons, 5% de la population de Lisbonne était une personne soit des Noirs,
ou des Autochtones ou des Juifs et Maghrébins qui ont été convertis au christianisme, qui ont été forcés dans ce temps-là. Là, c'était après 5% de la population du Portugal de l'époque, genre de Lisbonne. Au 16e siècle, à peu près. De Lisbonne. Cette période-là mon Dieu, c'était dans le livre. C'était en 1500... c'était dans le quartier d'Alfama, c'est là qu'ils habitaient. C'était un petit quartier que c'est ça. C'est surtout... Tu vois, tu te promenais là, il y avait des Autochtones, il y avait des Noirs. Wow. C'est un peu comme tout ce qui était comme pas vu comme étant désirable. Je ne veux pas dire désirable, là, parce que... Mais tu sais, comme ce qui était avantageux pour toi d'être. OK. Hey, merci beaucoup, Sophie. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Oui, vas-y. Puis, c'est ça. Une dernière chose. Oui, c'est juste ce livre-là. Ce livre-là, c'est comment il était écrit, c'est accessible à tous. Si on a l'air de dire des affaires, on parle de 1500. Mais honnêtement, même si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas super incalable sur tout, le livre est intéressant pour en apprendre plus sur le sujet. Très accessible. Ouais. C'est super comme humain au niveau que c'est. Ça raconte des histoires de personnes qui sont vraiment existées. C'est pas juste comme des dates. Peut-être des fois, les gens se repoussaient un peu par l'histoire. Fait que vraiment, j'encouragerais, si vous trouvez ça intéressant, ce qu'on nous parle, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Merveilleux. Écoutez, c'est une invitation à tout le monde. Donc, l'Europe, ce continent sauvage, comment les Amérindiens ont découvert l'ancien monde, de Mme Pinnock, qui est une historienne anglaise. Alors, je vous le suggère. Alors, merci, Sophie. Mais merci de m'avoir invité. Merci d'avoir fait ce travail-là pour nous. Un plaisir. Écoutez, on se retrouve dans 2 minutes avec Simon Brault. Restez avec nous. FM 103.3